L'échiquier international, soyez les bienvenus. Raza, selon un rapport de l'ONU, au moins 2 enfants sont tués par jour depuis le 10 novembre dernier. En 44 jours, l'entité sioniste aurait violé plus de 500 fois le cessez-le-feu à Gaza. Samedi dernier, soit le 22 novembre, une vague de frappes aériennes sur l'enclave a tué 24 Palestiniens, dont des enfants, ce qui a constitué la première violation depuis que le 13 novembre dernier, ou plutôt le 17 novembre dernier, les 13 membres du Conseil de sécurité ont approuvé le plan porté par Washington. D'ailleurs, suite à cette attaque, Izzat al-Rishaq, un membre important du bureau politique du Hamas, a appelé les médiateurs de l'accord ainsi que l'administration américaine à faire pression sur l'entité sioniste. Elle, d'après al-Rishaq, est coutumière pour ce qui est du non-respect des accords de cessez-le-feu, à l'instar de la situation au Liban. Malgré la trêve, l'armée sioniste a ciblé et tué un haut responsable du Hezbollah dans une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth. Tout ceci nous incite à nous poser la question, est-ce que les différents cessez-le-feu et autres trêves ne seraient pas un sursis présageant d'autres chocs à l'avenir? On posera cette question à notre invité du jour. À tout de suite. Cessez-le-feu à Gaza, point d'interrogation. Selon un rapport alarmant de l'ONU, au moins 2 enfants sont tués chaque jour à Gaza depuis le 10 novembre dernier. Pourtant, le Conseil de sécurité a approuvé lundi le plan de paix de Donald Trump, le président américain. Essayons de mieux comprendre la situation avec notre invité du jour, Ronnie Broman. Bonsoir. Bonsoir. Ancien président de Médecins sans frontières, humanitaire et auteur également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Broman, ou plutôt Docteur Ronnie Broman, à Gaza, plus de 16 000 patients attendent une évacuation selon l'Organisation mondiale de la santé. Des médecins étrangers bénévoles pour le compte des ONG internationales se voient refuser l'accès au territoire palestinien. Or, un accord de paix dont Trump était pourtant le garant devait justement permettre l'accès à ces humanitaires au sein de l'enclave. On refuse encore des soins de première nécessité aux Palestiniens, visiblement. Oui, je pense qu'il faut appeler cet accord par son nom. Ce n'est pas un accord de paix, c'est une pure et simple imposture. Certes, cet accord a malgré tout permis, accordé d'une certaine manière, un répit relatif aux Palestiniens dans la mesure où il y a eu un certain freinage des bombardements. Il y a moins de bombes, moins de tirs aujourd'hui qu'il y en avait avant cet accord. Mais enfin, comme vous l'avez rappelé, plus de 300 personnes ont été tuées dans le cadre de cet accord. Plus de 700 ont été blessés, donc il y a eu 1000 victimes dans le cadre d'un cessez-le-feu. Ce n'est pas, à proprement parler, ce qu'on peut appeler un cessez-le-feu. Donc, oui, on ne voit absolument aucune perspective aujourd'hui. Cet accord fait de toute façon l'impasse sur les causes qui ont conduit à la situation dans laquelle se trouve Gaza aujourd'hui, à savoir l'occupation, la colonisation, car même si les colons avaient été retirés de Gaza, l'occupation de Gaza, elle se poursuivait, comme le dit le droit international et comme le montrent les pratiques israéliennes sur Gaza, qui contrôlent le sous-sol, le sol, l'air, le littoral, la fiscalité, les communications, enfin qui contrôlent énormément de choses, et ce qui lui donne son côté de puissance occupante. Et cela, ça ne figure pas dans l'accord de paix. On parle d'une démarche vague vers un État palestinien, mais rien de plus. Voilà ce que je peux en dire à ce stade. Monsieur Broman, en tant qu'ancien médecin, ancien représentant, ancien président de Médecins sans frontières, vous avez des informations concernant Gaza. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation humanitaire sur le terrain? Le désastre se poursuit. Certes, la peur d'être bombardé, d'être mitraillé à tout moment est un peu levée, je dis bien un peu, comme je le précisais auparavant. Ça n'est qu'une diminution du risque, mais pas une disparition. Pour le reste, la situation est infernale.
il fait froid à Gaza, de nombreuses intempéries ont mis en difficulté des gens qui logent sous des tentes, dans des conditions extrêmement dures. Donc ça ne s'est pas amélioré. De la même façon, la nourriture, les soins ne sont pas vraiment améliorés. De très nombreux blocages sont encore opposés au passage des camions d'aide humanitaire en provenance d'Israël, de Cisjordanie, etc. Donc, on ne voit pas, à proprement parler, de différence de fond à Gaza, à l'exception de ce répit très relatif concernant les bombardements. On s'arrête, si vous le voulez bien, sur un témoignage du docteur Ferouz Sidhoua, qui est un chirurgien américain qui a effectué 2 séjours à Gaza, dont l'autorisation est actuellement gelée, alors qu'il s'apprêtait justement à pénétrer le territoire pour y délivrer des soins. Il patiente depuis 10 jours dans un hôtel à Amman, en Jordanie. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce docteur Sidhoua? C'est qu'il a témoigné de ce qu'il avait vu lors de ses précédents séjours à Gaza. Il a témoigné devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a également publié un article au sein du New York Times de la situation déplorable à Gaza. Il pense que son témoignage gênerait les autorités sionistes. À l'évidence, ces témoignages, comme ceux faits par d'autres humanitaires, en particulier des médecins, car ils constituent le gros des forces humanitaires sur le terrain, ce témoignage a très certainement irrité les Israéliens, surtout si l'on pense au cadre dans lequel ce témoignage a été fait, à savoir le Conseil de sécurité et le New York Times, deux instances, enfin deux cadres très différents, mais extrêmement prestigieux, avec une audience très importante. Donc je pense que ce médecin a raison d'imaginer que ce sont ces prises de parole qui l'ont empêché d'entrer. Donc il est aujourd'hui bloqué en Jordanie. Il est bon de parler de son cas, car cela permettra peut-être son passage. Vous le connaissez, Ronnie Broman? Vous connaissez de nom? De nom, oui, mais je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, sa présence est hautement souhaitable. Elle est d'autant plus, il faut rappeler ce point que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent, que que de très nombreux soignants, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, physiothérapeutes, etc., ont été tués par les Israéliens. Je rappelle qu'il y a un record de personnel médical, soignant, tués par les Israéliens à Gaza, un record relativement à d'autres guerres, d'autres conflits armés, mais qu'en plus, il y a plus d'une centaine de médecins aujourd'hui détenus en Israël, qui plus est, déjà détenus, c'est sans aucune charge, c'est déjà scandaleux, révoltant, mais détenus, qui plus est, dans des conditions extrêmement difficiles, voire pour certains, ayant à subir des séances de torture. Car on le sait, la torture est largement répandue dans les centres de détention, dans les geôles israéliennes. Donc tous ces médecins, ils sont évidemment dans l'incapacité de travailler. On ne sait pas d'ailleurs au moment où ils sortiront, dans quel état ils seront et s'ils seront capables de reprendre leur activité. Donc on aggrave encore la situation médicale, la situation de santé publique dans la bande de Gaza par le blocage opposé à des médecins. Ce chirurgien américain vient des États-Unis, il est bloqué aujourd'hui en Jordanie. Les médecins palestiniens qui pourraient être immédiatement après l'heure, eux, ils sont dans les geôles israéliennes. Voilà, cette situation est absolument révoltante et c'est la raison pour laquelle il faut en parler et en parler encore, car peut-être les pressions viendront à bout de l'arbitraire, de la férocité de la répression israélienne. Ronnie Broman, en tant que médecin, vous avez travaillé, observé par le passé des zones de guerre, hein, refusé l'accès à des médecins humanitaires est chose rare, sauf pour l'entité sioniste depuis plus de 2 ans. Si par exemple, essayons de proposer un scénario fiction, si par exemple sur le front ukrainien, les Russes
empêcher que des soins soient dispensés, cela ferait sans doute la une des journaux anglo-saxons, même français. Si les Russes bloquaient l'entrée de médecins en Ukraine par un moyen ou par un autre, naturellement, ça ferait la une. Mais de toute façon, la comparaison entre les conflits Ukraine-Russie et les conflits Palestine-Israël est extrêmement éclairante. Je veux dire éclairante et déprimante, mais éclairante sur le double En termes de standard. traitement. En termes de traitement. Oui, c'est ça, le double standard qui existe. D'un côté, la Russie ayant envahi l'Ukraine, occupant une partie de ce pays, se voit sanctionnée par l'Europe, par l'ONU, par la communauté internationale. Et j'ajoute que ce n'est que justice. Enfin, si le droit n'est pas utilisé, alors il vaut mieux qu'il n'y ait pas de droit. En revanche, lorsque Israël attaque, occupe, colonise la Palestine, non seulement aucune sanction n'est appliquée, mais qui plus est, des avantages tels que le traité de libre-échange avec l'Europe, l'accès à l'Eurovision, l'accès aux matchs européens dans différents sports en tant que pays européen, est tout à fait accepté. Donc il y a de façon générale un double standard, ce qui vaut pour d'autres pays ne vaut pas pour Israël. Et j'ajoute, moi, je suis juif d'origine israélienne, et le fait d'entretenir cet exceptionnalisme israélien, ce statut à part pour l'État juif, moi, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour les juifs. Quand on commence à nous considérer comme des gens à part, qui ne relèvent pas du même régime juridique, qui ne relèvent pas du même régime de sanctions, même si c'est pour un régime favorable, c'est un régime d'exception et c'est extrêmement malsain. C'est un moteur d'antisémitisme, un moteur de racisme et malheureusement, Israël et ses soutiens font tourner ce moteur aujourd'hui. Donc selon vous, Netanyahou est antisémite, ce que vous êtes en train de dire un peu. Netanyahou nourrit l'antisémitisme avec une vigueur et avec une constance absolument indiscutable. On revient à ce chirurgien, le docteur Firouz Sidhoua, parce qu'il nous fait partager tout bonnement une expérience, comme vous l'avez dit, éclairante sur les conditions de vie à Gaza, ainsi que la tâche des médecins. Alors une tâche précise, comme ce médecin Sidhoua, qui forme des médecins palestiniens. Et là, je parle sous votre contrôle, docteur Ronnie Baumann, puisqu'il les forme donc à la colostomie. Colostomie inversée, donc c'est une colostomie, c'est quand nos intestins sont atteints, on les fait sortir pour qu'ils puissent guérir correctement. Une fois la guérison terminée, qui prend environ, je crois, 6 mois, on peut alors refermer la colostomie. D'après ce que raconte le docteur Sidhoua, il aurait vu 50 000 colostomiers à Gaza qui attendent urgemment d'être refermés. Est-ce que ces patients combien de temps pourraient-ils rester dans des états aussi affaiblis si rien ne fait pour leur apporter les premiers soins? En tout cas, les soins qui nécessitent une amélioration de leurs conditions. La colostomie, c'est le fait de faire déboucher l'intestin sur la peau de l'abdomen. Vous avez un anus artificiel créé par le chirurgien sur l'abdomen lui-même. Donc c'est une situation extrêmement inconfortable, psychologiquement très pénible, physiologiquement également pénible à entretenir, mais elle peut se poursuivre un peu plus longtemps. Le problème là, c'est qu'on n'a aucune idée du délai dans lequel ces dizaines de milliers de patients, certains ayant été opérés pour une tumeur, une infection, d'autres ayant été, et sans doute la majorité, ayant été opérés pour des dégâts abdominaux causés par des blessures, des éclats d'obus, on n'a aucune idée du délai dans lequel ces patients pourront être enfin repris chirurgicalement, puisque déjà les 3/4 des capacités hospitalières de Gaza, qui sont, je le rappelle, qui étaient des capacités très sérieuses de prise en charge de patients graves, les chirurgiens et les installations de Gaza sont très sérieuses, mais là, dans l'état de délabrement, dans les bombardements israéliens, il n'y a pratiquement aucune chance pour qu'aucun d'entre eux
puisse être opérée dans un avenir proche. Donc, au-delà de la nécessité de reconstruire urgemment des capacités hospitalières, il est évident qu'un grand nombre doivent être évacués pour être pris en charge dans d'autres hôpitaux ailleurs dans le monde. Et là, malheureusement, on se heurte à un nouveau blocage. Il y a pratiquement aucun patient, enfin très très peu de patients en tout cas, qui arrivent à franchir la frontière, le passage à Rafah, passer par l'Égypte pour être soit hospitalisé en Égypte, soit redistribué vers d'autres lieux de soins. Malheureusement, ça ne marche pas. Autre Ça ne marche chose, pas, pardon. Je disais ça ne marche pas comme si c'était un phénomène climatique ou naturel. Non, ça ne marche pas parce qu'il y a un blocage, en premier lieu, d'Israël qui contrôle de l'intérieur le passage de Rafah. alors autre chose, une délégation du Hamas a rencontré le chef des services de renseignement égyptien hier et cette délégation affirme que le cessez-le-feu est complètement menacé, pour pas dire mort, hein. On sait que l'Égypte, le Qatar et les États-Unis ont joué un rôle médiateur entre la partie palestinienne et l'entité sioniste. Pourquoi, selon vous, ce trio de médiateurs ne dénonce-t-il pas les violations de l'entité sioniste malgré le nombre de morts et de blessés, y compris des enfants hein, qui en découlent? Alors, un diplomate serait sans doute mieux placé que moi pour répondre à cette question. Mais il me semble qu'il y a au moins un élément de réponse, peut-être y en a-t-il d'autres qui m'échappent, mais enfin au moins un élément de réponse, qui est la peur de l'oncle Sam. Aujourd'hui, les Américains, sous la présidence Trump, imposent leur pouvoir avec une force, j'allais dire, je ne sais pas si elle est inédite, mais enfin, elle est redoublée par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, on ne veut pas déplaire à Trump parce qu'il y a d'énormes marchés à la clé, il y a la protection américaine à la clé, et voilà, le sort des Palestiniens là-dedans est une sorte de variable d'ajustement, ça n'est pas l'enjeu primordial pour tous ces négociateurs. Les Gazaouis sont aussi confrontés, bien sûr, aux défis sanitaires, avec la gestion des eaux salées, puisque le système d'assainissement a été partiellement détruit, ce qui donne des eaux usées stagnantes à proximité des camps de déplacés comme ceux de Sheikh Radouane ou Sanaa ou Jabalia, avec l'eau de pluie en ce moment qui se mélange aux eaux stagnantes, une odeur pestilentielle enrobe donc ces camps de réfugiés, sans parler des mouches et des moustiques. La situation sanitaire, on le voit en Libroman, ne peut que s'aggraver au vu des conditions dans le futur. En effet, et ça fait des mois que un grand nombre d'organisations humanitaires, de médecins humanitaires, de médecins palestiniens dénoncent cette situation. Hein. La proximité, l'absence de conditions sanitaires de base, le manque d'eau, le manque de nourriture, le manque de médicaments, le caractère toxique des matériaux que l'on fait pour se nourrir, tue un empoisonnement à la fois bactérien et toxique de la population de Gaza. Donc il y a des épidémies de dermatite, de pneumopathie, d'infections digestives déjà très nombreuses. Alors ça n'est pas très spectaculaire, ces épidémies, c'est diffus, ça touche quelques personnes dans chaque foyer, dans chaque famille, ça n'a pas de caractère explosif. Mais évidemment, ça pourrit la vie, ça tue naturellement. Et il y a sans doute des morts qui ne sont pas répertoriés dans ce contexte-là, et ça rend la vie extrêmement difficile. Déjà, imaginons, enfin, il y a très peu de toilettes. Quand en plus vous avez des troubles digestifs, vous imaginez le redoublement de cela. Ajoutez à cela, vous buvez de l'eau saumâtre, vous mangez une fois sur deux, une fois sur trois, une nourriture indéfiniment répétée, identique à elle-même. Non, ce sont des conditions vraiment inhumaines qui règnent là-bas. Mais encore une fois, la population palestinienne est certes écoutée, observée dans de très nombreuses sociétés dans le monde. On peut considérer que la majorité de la population de la planète, en tout cas des gens qui s'intéressent un peu ou qui sont touchés par les informations qui nous viennent de là-bas, sympathisent
avec la situation des Palestiniens et même avec la cause palestinienne, mais la plupart des gouvernements n'en ont en gros que faire. Ils ne voient cette question que par rapport à la situation de leur relation avec les États-Unis. Donc pas du tout, c'est pour ça que je parlais de la question palestinienne comme d'une variable d'ajustement. On la met un peu en avant et puis ensuite on la retire parce que ça peut embrouiller, ça peut compliquer les relations avec la puissance américaine. Donc c'est un malheur redoublé pour les Palestiniens. Revenons sur cette résolution de l'ONU concernant Gaza. Selon Francesca Albanese, que vous connaissez sans doute, c'est la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, elle dit que selon elle, la résolution serait un précédent très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est une résolution qui autoriserait donc la présence internationale à Gaza. C'est une mission d'administration, pas forcément de protection, qui sera sous le contrôle des États-Unis et d'Israël, en imposant également le désarmement de la résistance palestinienne. D'après elle, c'est quelque chose à la fois de très dangereux et c'est inédit, qui ne peut déboucher que sur de futures guerres. Mais Francesca Albanese a tout à fait raison, et d'ailleurs, dans l'ensemble, les positions qu'elle défend, les propos qu'elle tient sur la situation sont marqués par un souci de véracité qui est absolument remarquable. Donc là, elle a une fois de plus raison. J'ajoute à ce que vous avez dit au sujet de ces propos que la résolution de l'ONU que les Américains ont réussi à faire passer est en elle-même honteuse. Par exemple, elle ne se réfère à aucune résolution antérieure. Donc toutes les questions sur la colonisation, les réfugiés, le droit du retour, enfin toutes les questions essentielles concernant le règlement de cette question palestinienne sont évacuées. Elles sont totalement inexistantes. Ajoutons à cela que le président des États-Unis, qui est manifestement partie prenante pro-israélien, c'est quand même le moins qu'on puisse en dire, est lui-même à la tête de ce comité de la paix, que Tony Blair, qui a brillé également à la fois par son inefficacité totale en tant que mandataire de l'Union européenne pour la question israélo-palestinienne, mais qui s'est distingué aussi par ses positions pro-israéliennes, néoconservatrices, tout au long de son parcours politique, que ce duo Trump-Blair soit à la tête de ce comité pour la paix qui préside supposément à la reconstruction de Gaza. Enfin, ça laisse littéralement pantois, les bras vous en tombent quand vous regardez ça. Et en plus, on voit que Israël continue d'avancer ses positions, que l'occupation de Gaza bat son plein. Plus de la moitié de la bande du territoire de Gaza est sous contrôle israélien exclusif. Voilà, donc on crée des précédents, on est dans l'intolérable, l'inadmissible, mais c'est ça qui est devenu la routine avec Gaza. La routine avec Gaza, mais aussi peut-être la routine avec le Liban et surtout la banlieue sud de Beyrouth, puisque l'entité sioniste a bombardé cette zone, tuant un des représentants du Hezbollah. Dans une interview, l'officiel sioniste Netanyahou dit qu'il arrêtera l'escalade jusqu'au moment où le Hezbollah sera désarmé. C'est une condition qui n'apparaissait pas au début au sein de la trêve entre le Liban et l'entité sioniste. D'ailleurs, Joseph Aoun, le président libanais, demande une aide internationale pour faire pression justement sur l'entité sioniste. Ben oui, Israël se vante, non sans raison, mais enfin il faut le déplorer, d'être aujourd'hui venir dans tous les pays, montrer avec le Qatar, avec l'Iran, avec la Syrie, le Liban, donc évidemment la Jordanie et l'Égypte échappent à cela, pour l'instant l'Irak également, mais enfin de justesse. Ben on le voit, donc la conception israélienne du cessez-le-feu, c'est que les Israéliens ont le droit de tirer, ont le droit d'attaquer, de prendre toute initiative militaire
qui leur semble convenir, tandis que la partie autre n'a absolument aucun droit. Voilà comment Israël conçoit les cessez-le-feu. C'est ce que l'on voit, une trêve au Liban, ou c'est ce que l'on voit à Gaza également, avec les centaines de morts, les centaines de personnes tuées par Israël depuis la mise en œuvre du cessez-le-feu. Ronnie Broman, merci d'avoir été des nôtres. On arrive à la fin de notre échange. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de Médecins sans frontières humanitaires. Merci pour vos explications et analyses et je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve samedi. D'ici là, portez-vous bien.